Le journal politique de Radio JM. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Je reçois aujourd'hui dans nos studios Anne-Laurence Pétel, députée Renaissance de la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône. Bonjour à vous et merci d'être avec nous sur les ondes de Radio JM. Bonjour et merci de m'accueillir. Vous revenez d'une mission officielle de soutien et de solidarité en Israël. Vous avez passé 3 jours aux côtés de 9 autres députés français et Manuel Valls. Vous allez nous raconter ce que vous avez vu sur place. D'abord, je sais que vous venez à peine de rentrer. J'aimerais votre sentiment, le sentiment qui domine après une telle mission. Le choc, une tristesse incroyable. C'est très difficile de mettre les mots sur ce qu'on a vu. Le premier mot qui vient, c'est la barbarie. C'est ce à quoi ont assisté les Israéliens le 7 octobre. Et de leurs propres mots et de leurs propres aveux, la plus grande tuerie qui y ait eu lieu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ils n'avaient jamais vécu ça depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc on est sur une tuerie de masse, sur un acte terroriste d'une ampleur incroyable. Il faut s'imaginer, à l'échelle de la France par exemple, il y a uniquement 9 millions d'habitants en Israël, 1400 aujourd'hui morts, plus de 3500 blessés, 327 corps parmi ces 1400 qui ne sont pas encore identifiés. C'est l'équivalent de comme si 9000 terroristes déferlaient par exemple sur le pays d'Aix et dévastaient, violaient, tuaient, brûlaient, maison par maison, la ville de Venelle. Voilà, l'équivalent de la ville de Venelle. Donc là, on a un vrai comparatif, on a la vision de ce que peuvent ressentir les Israéliens. Pourquoi vous avez mené cette mission ? Pourquoi vous avez eu à cœur d'aller en Israël aussi vite ? Les faits se sont déroulés le 7 octobre à 6h du matin, à partir de 6h du matin, une attaque combinée. Et là, on est 10 jours, à peu près, une semaine, puisqu'on part le dimanche. On est parti dimanche dernier. Moi, je me suis posé 1000 questions parce que, en fait, je me disais, est-ce que c'est pas trop tôt ? Est-ce que il n'y a pas quelque chose qui confine au voyeurisme à aller tout de suite là sur un théâtre de guerre, en fait ? Et non, en fait, on regrette pas d'y être allé. Pour nous, c'était évident que très vite, on s'est dit, il faut aller les soutenir. Et puis surtout, il faut aller voir pour témoigner. Il faut que, tout simplement parce que la machine révisionniste s'est mise en route à une vitesse incroyable parce que les réseaux sociaux permettent à cette machine révisionniste de se mettre en route. Nous ne voulions pas que cette tuerie de masse et ce qu'a vécu le peuple israélien, qui est d'une incroyable cruauté, soit passé sous silence à partir du moment où les bombes allaient tomber sur Gaza, qui est aussi une autre tragédie, mais ça n'a rien à voir. Donc il n'y a pas de mais, il n'y a pas de en même temps, il n'y a pas de... Ce qui s'est passé le 7 octobre reste dans l'histoire, je pense, pas seulement d'Israël, mais de l'humanité, quelque chose d'une ampleur qu'on ne peut plus passer sous silence. Et donc notre objectif, à 10 députés et avec Manuel Valls, a été aussi de se dire, on y va. On est en soutien, on vient dire au peuple israélien, on vient dire à tous ces gens qui ont vécu ça dans leur chair, nous sommes à vos côtés et nous n'oublierons pas et nous allons dire ce que nous avons vu. Alors évidemment, j'imagine que vous avez vu des choses atroces. On va revenir sur ces visites parce qu'on a besoin d'entendre ces mots ici en France. Vous avez visité les kibboutz où des atrocités ont eu lieu. Vous avez pu voir les vestiges de ces crimes. On est allé, avant d'aller dans un kibboutz, on est allé au centre militaire de Shura, qui est en fait une morgue improvisée, avec des grands containers dans lesquels se trouvent les 327 corps non identifiés parce que trop endommagés. Je pense que les premiers témoignages bouleversants, on les a eus là, de réservistes, une avocate notamment, qui sont venus tout de suite. Ça, c'est la très grande solidarité du peuple israélien, c'est qu'il y a plus de réservistes que demandés par l'armée aujourd'hui. Et tout le monde a envie de se serrer les coudes et de venir aider. Et elle nous a raconté, et y compris les militaires, que c'était la première fois qu'ils voyaient des choses pareilles.
Je vais juste vous citer une chose, parce que ces grands containers réfrigérés, en fait, quand on les ouvre, il y a une odeur terrible, et des sacs en plastique, des sacs hermétiques, de toute taille, des enfants, des adultes, des adolescents. Et chaque jour, ils essayent d'identifier ces corps par l'ADN, par les dents, par plein de choses, parce que, en fait, les effets personnels, les visages ne permettent plus de les identifier. Elle nous a dit, on a vu arriver un jour une forme, quelque chose qui ressemblait à des corps, mais on ne savait pas bien ce que ça représentait. C'était assez particulier, évidemment carbonisé. Et c'était 2 enfants qui se tenaient dans les bras. Quand ils l'ont passé au scanner, ces 2 enfants ont été brûlés vifs en se blottissant l'un contre l'autre. Comment peut-on imaginer faire ça à 2 enfants ? Comment peut-on imaginer brûler vifs 2 enfants ? C'est au-delà de l'entendement. Et tout ça arrive tous les jours. C'est-à-dire que le commandant qui était sur la fête, le concert organisé dans le désert, quand il est arrivé, ils ont vu des amoncellements en train de brûler. C'était des corps, en fait. Des jeunes femmes, des jeunes hommes qui, ayant été tués à la Kalachnikov, avaient été entassés et les terroristes ont mis le feu à ces corps. Et ils sont arrivés sur ce premier feu et quand ils ont levé la tête, toute la route était jonchée de feu, qui étaient en fait des corps en train de flamber. C'est l'innommable. Quand on arrive dans le kibbutz, qui est le kibbutz de Faraza, il y a eu plusieurs kibbutz. Be'eri a été considérablement massacré. Faraza, c'est 69 morts sur 700 personnes qui vivent dans le kibbutz. Ils sont arrivés, parce qu'on voit la bande de Gaza depuis Faraza. On la voit, la bande de Gaza. Elle est à, 800 mètres. Et vous avez la barrière, j'ai le mot en français, en anglais, la fence, la clôture, pardon. Ils ont non seulement détruit la clôture, le mur en fait, qui sépare Gaza d'Israël, mais ils sont arrivés par derrière, c'est-à-dire pas par l'entrée principale du kibbutz, ils sont arrivés par un endroit où vous avez les adolescents qui sont dans les petites maisons et qui vivent à partir de l'âge de 13 ans ensemble. Donc ils ont commencé par tuer tous les adolescents qui se trouvaient là. Et il faut juste expliquer aux gens qu'on n'est pas dans une guerre conventionnelle. On est dans du terrorisme pur et dur et on est dans ce que Daesh est capable de faire. On est là sur de la barbarie pure et sur les crimes de Daesh, maison par maison. Ils sont venus, ils ont égorgé, ils ont tué à la Kalachnikov, ils ont violé, ils ont brûlé, ils ont tranché des têtes d'enfants à la hache. Ils ont utilisé un gamin de 12 ans en tuant toute sa famille pour qu'il aille frapper aux portes et demander de l'aide pour permettre que les gens ouvrent la porte. On arrive dans cet endroit, on a l'impression qu'il y a eu un tsunami. Parce qu'en plus des terroristes, il est venu des civils de Gaza, jusqu'à des enfants de 10 ans, 12 ans, qui sont venus piller. Donc on a eu meurtre de masse, crime de masse et du pillage. Donc c'est la désolation la plus complète, avec certaines maisons qui ont été en plus brûlées. Une odeur indescriptible et des scènes de crime dans toutes les maisons. Anne-Laurence Pétel, comment des députés français peuvent encore ne pas s'émouvoir de ce massacre perpétré par le Hamas? Il faudrait leur poser la question. Mais c'est... Je crois que... Je sais pas, je n'arrive pas à comprendre, à part l'antisémitisme, je ne vois pas ce qui les amène à ne pas compatir une seule seconde et à mettre sur le même plan une guerre conventionnelle menée par une armée et une attaque sanglante menée par un groupe terroriste. C'est le Bataclan qu'ont connu les Israéliens, puissance 100. Voilà. Mais le fait de le voir, c'était aussi important pour rapporter cette parole aussi ici en France. Oui, parce que les images que vous pouvez voir à la télé, d'abord, vous ne les voyez pas toutes.
Évidemment. Vous ne les voyez pas tous. Elles sont trop difficiles. Si vous ne voulez pas les voir, vous ne les voyez pas. Et donc, vous pouvez vous imaginer qu'il s'est passé quelque chose de très grave, mais après tout, mon Dieu, il se passe tellement de choses graves dans le monde. On est au-delà de l'imaginable. On est au-delà de ce que je pensais les hommes être capables de faire. Donc, oui, c'était important de voir. C'était important de discuter, de parler avec ceux qui ont vu ça. Il faut juste se mettre aussi à l'esprit que des gens ont vécu cela, y compris, par exemple, dans les kibboutz, les ouvriers agricoles philippins. Dans l'hôtel dans lequel nous étions, il y avait énormément de Philippins. On a fini par demander, mais pourquoi il y a autant de Philippins ? Mais parce qu'en fait, ils travaillaient dans les kibboutz. Mais ils ont été tués aussi. Ils ont vécu la même chose. En fait, de manière indistincte, ils ont tué tout ce qu'ils trouvaient sous leurs mains. Vous avez également rencontré des familles meurtries sur place par la perte d'un être cher ou par des familles d'otages retenues par le Hamas. Comment avez-vous vécu ces rencontres et que gardez-vous de ces échanges avec ces familles ? Alors, on a beaucoup pleuré. J'imagine. Parce qu'on les a écoutés, on a écouté leurs récits qui sont glaçants. Vous les avez rencontrés dans le cadre de rencontres peu conventionnelles ou c'était que lors de conférences de presse ? Non. On a souhaité que la rencontre se fasse à huis clos, sans la presse. La presse est venue après. Parce qu'il est important pour eux que les choses soient médiatisées. Il est important que l'on dise ces 199 otages sont des otages de 48 nationalités différentes, mais nous avons, nous, des otages qui sont franco-israéliens. Et comme je leur ai dit quand j'ai pris la parole, ce sont vos familles qui sont prises en otage, mais ce sont nos otages. C'est à nous qu'il revient de parler d'eux et de les faire sortir de là où ils sont. Ils sont dans les mains du monstre, en fait. On a des mères de famille qui ont vu leur enfant partir en moto avec un terroriste du Hamas vers Gaza. On a des enfants de 9 mois, des nourrissons, qui sont otages du Hamas aujourd'hui. Vous avez vu des photos, des vidéos, vous avez vu cet enfant israélien qui est jeté en pâture au milieu d'autres enfants israéliens, qui est terrifié. Vous avez vu des femmes disloquées, ensanglantées, qui sont montrées. C'est d'une ignominie et d'une barbarie incroyable. Et là, aujourd'hui, donc une vidéo a été produite. Je pense que le Hamas essaie de montrer un visage plus digne en montrant la petite Mia dont nous avons rencontré les parents et les frères et sœurs. Elle avait le bras cassé sur la vidéo. C'est une jeune fille qui en plus a de graves problèmes d'alimentation, donc qui nécessite aussi des soins particuliers. Néanmoins, on ne sait pas du tout dans quel état aujourd'hui sont ces otages. On ne sait pas quand a été prise la vidéo aussi. Et on ne sait pas quand a été prise la vidéo. On ne sait pas aujourd'hui s'ils sont bien traités, maltraités, s'ils sont vivants ou morts. Nous avons rencontré une femme dont les 2 enfants, dont j'ai la photo ici, elle me l'a donnée pour que... Voilà, je ne peux pas me séparer de cette photo en fait. Ce sont ces 2 enfants. Son mari... Et son mari et sa mère, sa belle-mère, je crois, étaient dans l'autre maison. Ils ont 2 maisons dans le kibbutz. Et elle a réussi à survivre, elle, en restant enfermée dans son shelter. Et son fils l'appelait en lui disant « Reste bien dans la maison, reste bien dans la maison, ils arrivent. » Ils sont sortis, ils ont essayé de se cacher. En fait, ils n'étaient plus là quand elle est ressortie. Donc elle sait que toute sa famille, aujourd'hui, elle ne cessait de pleurer. Enfin, c'est indescriptible ce que peut ressentir quelqu'un qui a toute sa famille aux mains d'un groupe terroriste qui considère Israël comme son ennemi numéro 1 et qui ne veut, et c'est écrit dans la charte du Hamas, que la fin et la destruction d'Israël. Enfin, je veux dire, les gens dont vous me parliez tout à l'heure, ces politiques qui continuent à ne pas affirmer qu'il s'agit d'un groupe terroriste, qui continuent à ne pas vouloir avoir une pensée émue pour ces morts israéliens, il faut qu'ils relisent quand même ce qui est dans la charte du Hamas, je pense. Comment vous avez su trouver les mots face à ces mères, face à ces pères, face à ces maris meurtris ? C'est d'une difficulté incroyable. Je pense que vous quittez vos habits de député et vous prenez juste vos habits d'être humain. D'être humain, exactement. Parce que
En fait, il ne faut pas être pro-israélien pour compatir et pour se dire touché et bouleversé par ce qui leur est arrivé. Il faut juste se dire que si on a un peu d'humanité, mais il est évident qu'on est bouleversé par ça. Donc, pleurer avec eux, les écouter beaucoup, plus que parler. Les écouter. Je pense qu'ils avaient besoin de ça, besoin de libérer leurs paroles, besoin d'être écoutés. Libérer leur chagrin aussi. Libérer leur chagrin, ce qu'ils font tous les jours. Voilà, je leur avais amené gentiment des calissons. Voilà, des calissons d'Aix. Exactement, donc on a mangé quelques calissons. Mais aussi leur dire à quel point on ne les oubliera pas. À quel point... on a proposé de les recevoir à Paris, à l'Assemblée nationale, de parler de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs maris, de leurs enfants qui sont actuellement otages. Il faut savoir aussi que nous avions en face de nous des gens qui pensaient leurs enfants otages ou leurs proches otages et qui aujourd'hui savent qu'ils sont morts. Ces 327 corps qui sont non identifiés vont être identifiés à un moment donné ou à un autre, petit à petit. Et sans doute que d'autres otages français que l'on croit otages aujourd'hui sont peut-être et malheureusement... Alors malheureusement ou heureusement, parce que j'ai entendu aussi... un père de famille se réjouir, entre guillemets, du fait que sa fille était parmi les décédés parce qu'il ne pouvait même pas imaginer ce qu'elle pouvait subir aux mains du Hamas. Est-ce que vous trouvez légitime aujourd'hui qu'Israël puisse se défendre suite à ces attaques du Hamas ? C'est un devoir. Je pense que je vais pas faire de langue de bois parce que même les militaires l'ont pas fait avec nous. Cette attaque était une attaque qui a surpris Israël, qui a surpris les Israéliens qui se croyaient protégés par la clôture, qui se croyaient protégés par une armée qui est quand même et un renseignement qui est un des meilleurs au monde. Malheureusement, cette attaque, par son ampleur, par le fait que c'était une attaque combinée, je rappelle quand même que nous avons vu les petits engins par lesquels ils sont arrivés par les airs, par la mer, par la terre, avec un entraînement, une haine dans les yeux, nous ont dit les soldats et rescapés de la fête du massacre qui a eu lieu à la rave party. Une haine, ils n'avaient jamais vu une telle haine dans les yeux de quelqu'un. Après ça, je crois que oui, c'est un devoir de se défendre. C'est un devoir d'aller chercher les responsables et d'éliminer les responsables. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que grande question qu'il se pose, c'est Israël peut-il vivre aux côtés d'un groupe terroriste ? La réponse est non. La réponse est non. Ce massacre ne doit plus jamais se reproduire. Est-ce que les enfants palestiniens doivent être protégés au même titre que les enfants israéliens ? Bien sûr que oui. Parce que quand un enfant meurt, personne ne peut se réjouir. La grande difficulté, c'est que le Hamas se cache au milieu de la population. À Gaza. Et que, à Gaza, les enfants palestiniens, le Hamas se cache au milieu de la population. Et que la grande difficulté pour l'armée israélienne, dont l'objectif est à la fois de détruire la capacité opérationnelle du Hamas, mais de détruire aussi la tête étatique et politique du Hamas, c'est d'aller chercher et de détruire ces capacités-là en faisant le moins de dégâts possible, ce qui est une gageure. Vous l'avez vu avec le tir sur l'hôpital il y a 2 jours, le mensonge du Hamas qui a été repris par des politiques qui, on les a bien vus, ont retiré leurs tweets mais ne se sont pas excusés. Il y a une guerre de l'information aussi. C'est ça qui est flagrant dans ce qui se passe. C'est que tout ce qui circule sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il faut se méfier de ces informations-là et se référer à des sources sûres, effectivement. C'est d'une très grande difficulté parce que nous étions là. Oui, vous avez vécu ça en direct. On a vécu ça mardi soir. Mardi soir, images de l'hôpital, des flammes, des gens qui courent partout, des Gazaouis, des enfants qui sont blessés, etc. Donc fatalement, on ne peut que déplorer le fait qu'il y ait des civils et un hôpital et puis un emballement médiatique qui quand même est gravissime, qui mène à quoi ?
des synagogues, la synagogue de Berlin qui prend un cocktail Molotov, des ambassades israéliennes dans le monde qui sont attaquées, une synagogue qui brûle, donc de l'antisémitisme et de la haine du juif qui se propage partout. Et puis, des rendez-vous de Joe Biden pour des négociations qui s'annulent. Et au final, on passe de 500 morts à quelques dizaines, d'un tir de Tsahal qui devient finalement une roquette du Hamas, du djihad islamique, qui ne tombe pas au bon endroit, comme 28 à 30% de leurs roquettes qui tombent dans Gaza et qui ne tombent jamais en Israël, en fait. Donc, cette guerre de l'information, j'allais presque dire, elle est déjà perdue, en fait. Et malheureusement, quand on a vu ça mardi soir, on s'est dit, mais oui, c'est déjà perdu. Et il va falloir qu'Israël fasse la guerre au Hamas sans l'aide des médias, en fait. Et c'est pour ça aussi que le soutien politique, il est important. Alors justement, le ministre de l'Intérieur met à jour les chiffres régulièrement des actes antisémites en France. C'est alarmant depuis le 7 octobre. Quelle est votre analyse sur l'importation de ce conflit en France ? Et qu'est-ce que vous avez envie de dire à la communauté juive ici à Marseille qui a peur ? Je suis terrifiée par le fait que la communauté juive, que des Français, des citoyens français et des citoyens français dans leur propre pays ne puissent pas se sentir en sécurité. Et ça n'est pas nouveau. Le problème, c'est que ça n'est pas un problème nouveau. Par contre, il y a une vraie recrudescence de l'antisémitisme. Ça ne date pas du 7 octobre, ça ne date pas de cette reprise-là, de cette riposte ensuite de l'armée israélienne. C'est quelque chose qui couve depuis très longtemps et qui, là, est en train de prendre de l'ampleur. On a, nous, en tant que députés, en tant qu'hommes et femmes politiques, un devoir d'éclairer, d'informer, de parler de cela, de dire à la communauté juive notre soutien, et pas seulement de le dire, mais d'avoir aussi des actes qui permettent d'affirmer très fortement ce soutien. Et puis, il faut qu'on aille trouver très très vite le pourquoi ce conflit s'importe systématiquement dans nos quartiers, dans nos banlieues. Pourquoi des gamins qui n'ont rien à voir avec ce conflit, qui ne le comprennent même pas, se sentent concernés plus par ce conflit que par ce qui se passe en France. Et pourquoi... Ça, c'est des problèmes de fond. C'est des problèmes de fond. C'est des problèmes de fond parce que, en fait, le fait qu'ils n'aient pas compris fait qu'ils soutiennent autant le Hamas que les Palestiniens, ce qui est quand même inquiétant. C'est-à-dire que les Palestiniens sont autant victimes du Hamas. Pour se maintenir au pouvoir, le Hamas a tué des Palestiniens. Il y a un amalgame incroyable. Donc, tout ce fatras qui n'est pas expliqué, en fait, toutes ces incompréhensions, cette désinformation fait que on arrive à quelque chose de très réducteur, qui est la haine du juif, ça s'appelle comme ça, l'antisémitisme, et qu'on préfère les explications simplistes, c'est-à-dire arabes contre juifs. Ces gens-là oublient qu'il y a 2 millions d'Arabes en Israël, que ces gens sont médecins, ils siègent à la Knesset, ils vivent dans une démocratie. Ces gens-là oublient qu'Israël est une démocratie. Alors on peut ne pas apprécier le gouvernement aujourd'hui israélien, avoir des reproches à faire, ne pas être idéologiquement d'accord avec ce qui est porté par ce gouvernement-là. Je pense qu'il y a des Israéliens qui ne sont pas d'accord avec leur gouvernement de toute façon, mais il n'empêche que ça, c'est une autre affaire. Par contre, l'affaire qui consiste à avoir un groupe terroriste qui vient attaquer des civils, pas des soldats, des civils, et qui ne vient même pas pour une guerre de territoire. Ils ne sont pas venus planter un drapeau pour dire le kibboutz c'est à moi. Ils sont venus pour tuer, brûler, violer, terroriser, dévaster et humilier. C'est ce qui nous a été dit. Uniquement pour ça. Donc, moi, ce que je veux dire aussi à
tous ces jeunes ou tous ces gens qui à travers le soutien au peuple palestinien, qui peut aussi être un soutien légitime et justifié, s'il vous plaît, ne faites pas l'amalgame avec ce que le Hamas vient de faire. Vous ne pouvez pas être d'accord avec ça. Quelqu'un qui est humain ne peut pas être d'accord avec ça. Dernière question, est-ce que vous pensiez, on va enlever votre veste de députée, en tant que femme, un jour, voir ce que vous avez vu en Israël ? Jamais. C'est-à-dire que ça nous rappelle quand même les pages les plus sombres de l'histoire. Mais ça nous les rappelle directement. Les témoignages montrent que, par exemple, à la fête dans le désert, les terroristes désignaient les Juifs qui étaient là, les Israéliens qui étaient là, et disaient « celui-là on l'emmène, celui-là on le tue, celui-là on l'emmène, celui-là on le tue ». Ça vous rappelle quelque chose quand même, cette sélection. Ceux qu'on envoie à la chambre à gaz et ceux qu'on va garder pour travailler. Donc les otages et ceux qu'on doit brûler. C'est la même chose. Donc c'est une histoire qui se répète, qu'on ne cesse de dénoncer avec le camp d'Émile par exemple, avec tout ce que l'on peut faire comme travail auprès des collégiens pour les amener au camp d'Émile et leur expliquer ce qu'a été la Shoah et quel est le mécanisme qui a mené à cette extermination de masse. Mais là, ce sont les mêmes mécanismes qui se sont mis en marche. Il va falloir leur expliquer donc. Et je pense qu'il va falloir l'expliquer. Et je voudrais juste vous dire une dernière chose. C'est un traumatisme et un séisme pour les Israéliens. Mais ce doit être un électrochoc pour nous. Nous ne pouvons plus laisser faire les barbares en Israël ou en France ou en Belgique. C'est terminé. Nous ne pouvons plus tolérer l'intolérable. Donc, nous ne pouvons pas passer d'un massacre à un autre, d'une barbarie à une autre, en allumant seulement des bougies, parce que ça ne s'appelle pas de la résilience, ça s'appelle de l'amnésie. Et il faut, là, que cette barbarie qui s'est produite le 7 octobre soit le début d'une prise de conscience collective que nous ne devons plus être amnésiques. Merci beaucoup Anne-Laurence Pétel pour ces mots, d'avoir été avec nous sur les ondes de Radio JM. Merci de nous avoir raconté cette mission extrêmement importante en Israël. Vous pouvez voir ou revoir cette interview sur notre site internet radiojm.fr, sur notre Facebook, Instagram ou sur notre application Radio JM. Très bel après-midi à vous. Merci à vous.